bienvenue à cette conférence. On va parler de communication des marques bio. Ça va ou ça saute? Ça va, vous entendez bien? Donc nous, on est Green Story, une agence de communication digitale qui accompagne maintenant depuis 12 ans les projets à impact, marques à mission et entreprises engagées. Donc vous avez ici Camille, qui est spécialiste du branding éditorial, Baptiste, monsieur Web Design et moi-même sur stratégie éditoriale, stratégie digitale et acquisition. Ça va ou c'est trop... Vous nous entendez bien, oui? Ça saute un peu? Peut-être juste un mot, voilà. Alors l'année dernière, il y a certaines personnes, je reconnais quelques têtes qui étaient là, on avait animé aussi une conférence qui avait beaucoup plu et qu'on peut vous partager à l'issue de cette conférence. D'ailleurs, laissez-nous vos cartes de visite, on vous enverra le support et celui de l'année passée. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Tous les métiers du digital, la stratégie bien sûr, le branding, et vous verrez que c'est vraiment très clé, l'acquisition, les contenus, on produit photos, vidéos, textes, et tous les aspects tech, développement de sites internet, e-commerce et app. Alors, je laisse la parole à Baptiste. Bonjour à tous. Voilà, désolé, être bio n'est plus différenciant, la sentence est tombée. Aujourd'hui, tout le monde est bio, tout le monde est made in France, tout le monde est haute valeur environnementale. Et sur un marché qui est totalement saturé, ça ne suffit plus pour émerger. On a une communication qui est globalement trop homogène et avec ce nombre délimité de consommateurs, il faut absolument trouver des nouvelles stratégies. Donc ces stratégies, ça peut être par exemple de modifier ses produits pour qu'ils touchent une niche un petit peu plus précise. Ça peut être aussi de s'attaquer au prix, parce qu'on sait que c'est un facteur décisionnel. Mais si on a une promesse qui est égale à d'autres produits, c'est compliqué. Alors nous, on est ensemble aujourd'hui pour essayer de voir comment on peut faire pour trouver son avantage. Premièrement, la stratégie de changer de produit. Donc on peut essayer de révolutionner complètement son offre. Inventer des produits complètement fous qui n'existent pas, comme ce moumouteur professionnel. Mais la question, c'est est-ce qu'on est capable à très court terme de révolutionner son offre pour toucher ce public de niche? Pas évident. Deuxième possibilité, évidemment, baisser ses prix, marteler à coup de promo. Le truc, c'est que si votre prix il est fixé assez justement, ça va être très compliqué d'avoir une modification importante sur ce prix. Et puis surtout, en fait, ce n'est pas un critère si déterminant que ça, puisque aujourd'hui, on a des marques comme McDonald's, comme Nutella, qui augmentent leur prix, mais qui pour autant ont toujours un taux de consommation et d'engagement très important. Donc finalement, la problématique, ce n'est pas uniquement du prix. On peut aussi se dire, la clé, c'est de marteler, de communiquer de plus en plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un univers médiatique qui est absolument saturé. On a des études qui montrent qu'un consommateur, il est exposé à 1200 messages par jour. Donc, quand on a 1200 présences commerciales devant soi tous les jours, c'est très compliqué d'émerger. Et on a un temps d'attention qui est dédié au produit et à la marque qui est ultra faible. Donc la question, c'est pas vraiment la quantité de communication qui va primer, selon nous. La troisième un peu stratégie réflexe qu'on peut mettre en œuvre, c'est vraiment tartiner sur ses engagements, dire qu'on est meilleur que tout le monde. Donc on est, en plus d'être bio, on n'a pas de résidus de pesticides, on est made in France. Le problème de toutes ces stratégies, c'est que c'est le réflexe qui est un peu généralisé, donc tout le monde fait pareil. Et deux, on touche du doigt un phénomène qui est grandissant, c'est le phénomène de l'éco-anxiété. On l'a vu en plus avec la canicule cet été, les gens commencent vraiment à prendre conscience que c'est la merde en gros. Et que quand on leur dit toute la journée que c'est un peu mieux pour la planète, ça rappelle ce contexte un peu morose. Et une marque associée à une anxiété, c'est pas forcément la meilleure façon d'aborder le chaland. Donc on va voir ensemble que peut-être il y a d'autres stratégies à développer pour y arriver.
Donc, question et angoisse existentielle, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ces fins? Notre proposition de base, c'est d'augmenter la valeur perçue. Cette valeur perçue, comment est-ce qu'elle se décompose? On considère que la valeur perçue, elle se traduit dans tout le cycle de l'expérience de marque. Alors ça, c'est un petit schéma qui est non exhaustif, mais on voit qu'en premier point de contact, on peut avoir par exemple les réseaux sociaux. Là, il va falloir générer de l'émotion et de l'engagement déjà à ce niveau-là. Ensuite, du linéaire, du rayon, où il va falloir émerger et être remarqué. Potentiellement une présence digitale un petit peu plus structurée, on va aller chercher de l'information, de la réassurance, là aussi. Très important d'être fort et d'être raccord sur toute cette expérience de marque qu'on veut donner. Et puis enfin, en bout de chaîne, le CRM qui va permettre en post-achat de maintenir un lien et de persister sur cette connexion émotionnelle qu'on a essayé de mettre en place. Cette conférence, elle va essayer de démontrer tout ça en 3 grandes étapes clés. Donc ces étapes, ça va être interpeller, ça va être embarquer et rassurer. La première étape, interpeller. En 2015, il y a une étude de Microsoft qui a montré que sur le terrain digital, on n'a que 8 secondes pour capter l'attention. Donc la première mesure que vous devez mettre en place, c'est créer une rupture de pattern pour que les gens vous remarquent. Ça ne sert à rien d'être très bon, d'être le meilleur si personne ne vous remarque. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ce monsieur homme orchestre, il a très bien compris ce principe-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté et ne pas le voir. Et bien ça, c'est vraiment le premier réflexe que vous devez avoir. Je pense que ça vous dit quelque chose. Ça, c'est un linéaire dans une grande surface. Alors, ça peut être spécialisé ou généraliste, peu importe. On a une homogénéité visuelle qui est absolument dramatique, selon nous. Tous les rayons, ils sont très homogènes, ils se ressemblent. Et le consommateur qui passe là, eh ben, il n'a aucun point d'accroche sur lequel se fixer pour choisir. Rappelez-vous qu'il a eu que 8 secondes. Donc en 8 secondes, on analyse peut-être cette partie du linéaire, celle-là, mais enfin, il n'y a rien qui saute aux yeux. Et donc c'est là qu'il va falloir commencer le travail en premier lieu. Donc là, on s'est concentré sur ce que le consommateur voit, mais qu'est-ce qu'il lit? Alors moi, pour préparer cette conférence, je suis allée chez Biocop et j'ai pris le magazine Culture Bio, que vous connaissez probablement tous. Et dans ce magazine, j'ai épluché les pages et voici les messages publicitaires auxquels j'ai été exposée, sans mentir. Tout vient du même magazine. Prendre soin par nature, des soins bio qui enchantent la peau, bio responsable de la ferme à l'assiette, naturellement bio, l'essentiel est dans la nature. Qu'est-ce qui ressort de ça? C'est que tout se ressemble, tout est uniforme. Il n'y a ni tonalité de marque spécifique, ni wording, mots forts qui émergent. Résultat, on ne sait même plus si ce sont des marques alimentaires, des marques cosmétiques, des marques santé, pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis consommateur, je vois ça, je zappe, en fait. Il n'y a rien qui m'accroche. Donc, l'une des clés très importantes, c'est de passer d'une communication rationnelle qui se base sur les arguments rationnels type bio, made in France, vos engagements, qui jusqu'ici constituaient la base de votre communication. Jusqu'ici, tant que c'était quelque chose d'assez niche, ça suffisait. Ça ne suffit plus. Donc c'est de passer de cette communication rationnelle, qui n'émerge plus, à une communication émotionnelle dans laquelle vous allez vraiment chercher à créer une relation affinitaire avec votre consommateur. Donc vous allez en fait humaniser vraiment votre marque, chercher à créer un lien fort émotionnel. Une marque attachante. Et là, la case départ, le tout premier step, c'est, voilà, je l'ai dit comme ça, ne soyez pas juste une marque. Alors, définissez votre personnalité, ça paraît la base, mais nous, on voit trop souvent encore des plateformes de marques. Vous êtes probablement tous passés par cet exercice. Et la plupart du temps, les gens omettent de définir leur personnalité. Ou alors, le font mal. C'est-à-dire qu'on retrouve des poncifs, marques transparentes, respectueuses, bienveillantes, etc. Sauf que ça ne crée pas une personnalité forte. Tout le monde
se dit transparent, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les aspérités, les imperfections qui vont réussir à vous faire émerger, parce que tout va découler de cette personnalité de marque. Nous, voilà, chez Green Story, c'est vraiment l'un des tout premiers steps par lequel on passe. Et voilà, tout va découler de là. Donc l'un des exercices, c'est par exemple, si j'étais une personnalité, qui serais-je en tant que marque? Ça peut permettre, voilà, d'avancer sur cet exercice. En espérant que vous ne soyez pas Pierre Richard. Créer la rupture. On peut prendre l'analogie de la soirée, c'est toujours intéressant. En général, on arrive dans une soirée, on remarque quelqu'un ou une personne, et le premier point d'accroche qu'on a, c'est un point d'accroche qui va être visuel. On va se dire, tiens, cette personne est stylée, ou il a l'air sympa, ou il a un style un peu excentrique. Toujours dans cette logique de capter l'attention, l'un des premiers leviers qu'on va mettre en œuvre, c'est créer de la rupture. En fait, on veut créer une rupture de pattern, on veut que les gens passent d'un état où on est uniforme à un état où j'ai quelque chose auquel me raccrocher, et là j'ai un début de marque d'attention qui peut être construit. Et ce terrain-là, c'est avant tout un terrain visuel, parce que en fait, notre cerveau analyse les images 1000 fois plus vite que les mots. D'où l'intérêt de vraiment miser sur le visuel dans un temps 1, parce que c'est là où on va capter de l'attention. On l'a vu, en 20 ans, le bio a développé son propre univers qui est très homogène. On retrouve toujours la petite feuille verte sur le côté, le petit emballage craft, la petite typo un peu mignonne comme ça qui a l'air un peu manuscrite mais pas trop. Tout ça, c'est des choses qui sont devenues tellement communes que le consommateur ne les voit plus. L'un de vos objectifs forts, j'imagine, c'est de rajeunir la cible. C'est souvent le cas pour beaucoup d'entre vous. Vous avez beaucoup de chance, je vous l'annonce, parce qu'en ce moment, les trends visuels, donc ce qui parle aux générations plus jeunes, la fameuse génération Z, c'est le style maximaliste, qui prend exactement le contre-pied du minimaliste. C'est-à-dire on met beaucoup plus de détails, beaucoup plus de fioritures pour arriver à des univers riches et qui sont fondamentalement émotionnels. Donc on va avoir plusieurs leviers pour créer des identités visuelles qui sont fortes. La première, ça va être un style illustratif. Beaucoup trop souvent, en fait, on a des marques qui communiquent uniquement avec du visuel. On mise tout sur le visuel produit, peut-être une petite mise en situation, etc. Oui, photo, pardon. Donc des photos qui sont souvent un peu toutes les mêmes. L'idée, c'est que le style illustratif, donc la façon dessinée dont on va pouvoir apporter des éléments visuels sur sa communication, est absolument riche et déterminant. Là où une photo, elle dépeint toujours la réalité, un dessin peut avoir un style qui parle en lui-même et qui transmet un autre message. Et ces styles, ils sont absolument infinis. On a des styles naïfs, on a des styles futuristes, on a des styles géométriques. Le terrain visuel illustratif est une véritable opportunité pour vos marques de capter l'attention. Le deuxième point, ça va être les couleurs. Les couleurs aussi, c'est un point très fort. Et là, quand on regarde comme ça, dans tout le salon, quand on rentre, on a cette dominante de vert et de blanc qui nous saute. Enfin, c'est prégnant, on est envahi par ces deux teintes. Alors qu'il y a des milliers de nuances et il y a des milliers de contrastes qui peuvent être très, très forts. Par exemple, si on met du vert fluo et du violet, ça marche hyper bien. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Il ne faut vraiment pas négliger l'exploration comme ça de combinaisons de couleurs qui peuvent créer une rupture d'attention et qui peuvent attirer l'œil de votre consommateur. Enfin, dernier outil clé dans le style visuel, ça va être tout ce qui va être typographique. Très souvent, on est assez conventionnel sur les typos parce qu'on a peur que ce ne soit pas lisible, etc. Mais pour être lu, il faut déjà être remarqué. Donc on prend toujours le schéma dans ce sens-là. On est d'abord remarqué, puis après, on s'intéresse à ce que les gens vont comprendre de notre message. Et une typo, ça peut être un très très bon outil pour se faire remarquer. Un petit exemple que je trouve assez parlant. On a deux produits qui sont très similaires, c'est du haché végétal et des lardons végétaux. Peut-être que vous connaissez la marque La Vie. Je vous recommande d'aller voir ce qu'ils font en communication. Et d'ailleurs, on verra, il y a plusieurs exemples dans notre présentation sur cette marque. Mais je trouvais ça assez intéressant qu'on s'arrête dessus et qu'on analyse un peu ce qui se passe ici. On a la même thématique. En gros, on a un plat de pâtes ici et ici.
Donc fondamentalement, le sujet est un peu similaire. On a traité l'angle d'attaque et pareil, pourtant, on ne peut pas faire plus différent que ces deux approches. Et ce qui est intéressant, c'est que le côté visuel photo que j'exprimais, qui est vraiment la base de la communication visuelle pour la food, avec des photos studio, un super éclairage rasant, avec des petits reflets, etc. Enfin, quelque chose qui est censé être très propre, est devenu avec le temps quelque chose de super nul, qui n'accroche absolument plus l'attention des gens. Mais il faut le dire, c'est devenu en fait l'équivalent de la photo de stock du packaging produit. On a ces petites typos un peu qui sont censés faire plus authentique ici. On a notre fameux nos touches de vert comme ça qui sont disséminées un petit peu partout. Enfin, on est vraiment dans ces codes-là. Et là, quand on regarde à côté ce qui se passe de ce côté-là, il y a un parti pris illustratif qui est assumé et qui est fort, que d'aucuns pourront trouver un petit peu naïf, c'est sûr. Ça peut, on a l'impression d'ouvrir un livre d'histoire pour enfants. Mais ça accroche l'œil, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a des animaux qui sont anthropomorphisés, ce fameux cochon qui est content d'être pas mangé dans les lardons. Et puis on a tout un tas d'éléments, notamment typographiques, comme je l'expliquais tout à l'heure. On a des petits accidents visuels comme ça sur cette typo, qui permettent comme ça de marquer l'attention sur un mot en particulier, et c'est assez judicieux. On a ce petit cœur là à la place du V qui là aussi va pouvoir traduire émotionnellement quelque chose de fort immédiatement. Au cœur du nom de la marque. Un autre exemple, alors ça c'est une marque qu'on accompagne, qui fait des produits, des chewing-gums énergisants. Ça c'est le référent du marché. J'ai caché la marque, je ne suis pas salaud. Donc qui a tout misé en gros sur le médical. Voilà. Donc ça ressemble un maximum aux médicaments. Nous, notre vision, c'est que si on arrive aux caisses et qu'on a un achat d'impulsion sur un chewing-gum énergisant, faut qu'on le voit bien. Et donc là, on a un peu tous les différents éléments qu'on a commencé à développer. On a déjà une marque qui est originale, un nom de marque, Mâche-moi, c'est une construction qui est un petit peu inédite. On n'a pas vu souvent ce genre de formulation. Et puis on a un univers visuel qui est très riche, avec plein de couleurs, avec cet aspect un peu rétro-futuriste et tout, qui emmène et qui plonge dans quelque chose, un minimum, qui marque l'attention. Après, il y a d'autres choses à dire, mais on pense et on est assez convaincu qu'au moment de l'achat d'impulsion, ça marchera mieux que ça. Le dernier point qui est important, et je pense d'ailleurs qu'il peut un peu conclure tout ce que je dis, c'est que pourquoi on ne fait pas ça en général ? Parce qu'on a peur. Nos clients, ils ont peur. Ah non, mais ça va mal passer auprès de telle et telle cible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend au quotidien. Le problème, en fait, c'est qu'en essayant de plaire à tout le monde, on plaît à personne. Donc la solution, c'est de s'en foutre comme Gainsbourg. Non, je grossis le trait, évidemment, c'est caricatural, mais je pense que c'est une idée importante qu'il faut capter. Il faut pas avoir peur d'être clivant, il faut assumer son audace, hein. Et puis décliner tout cet univers pour immerger votre consommateur. Ça, c'est très important. Un petit exemple encore visuel qui est intéressant. Peut-être que vous connaissez les pizzerias Big Mama à Paris. Alors ça, c'est leur marque de pizza emportée qui s'appelle Napoli Gang. Et ils ont un claim qui est assez fort, qui disent que les pizzas, c'est mieux que le sexe. Donc pour vendre des pizzas, c'est un peu audacieux. Donc là, il y a quelque chose de vraiment clivant, avec aussi une référence visuelle, ce mannequin qui est certainement un pizzaiolo en vrai, on n'en sait rien, mais qui a un style un petit peu rétro 70s. On a en fait un transfert de la promotion de la pizza qui était traditionnellement marketée d'une façon très justement traditionnelle, avec des arguments d'autorité, c'est une pizza napolitaine, il y a du savoir-faire, etc., à quelque chose de complètement détonnant, qui prend complètement tout à rebours toute cette littérature marketing qui a été faite à propos de la pizza, et on se construit plutôt sur un style visuel qui est anti-marketing, avec des typos manuscrites, mais qui sont vraiment manuscrites. Elles n'ont pas l'air d'avoir été bien faites comme ça pour qu'elles soient lisibles. Non, c'est la typo de votre cousin qui a écrit ça sur un coin de nappe.
Le scrapbooking, c'est votre petite nièce qui a découpé avec un ciseau, qui a collé ça sur l'emballage. Donc on est vraiment dans comment est-ce qu'on passe d'une réassurance basée sur la tradition à une réassurance basée sur la proximité émotionnelle. Petit exemple rapidement, ça c'est une marque de boisson qui s'appelle Recess, qui joue là pour le coup à fond le côté safe space. Donc ils veulent vraiment créer une espèce de bulle de sympathie, de bonheur. On a vraiment l'impression d'être dans son bain en fait. Donc c'est un petit moment à soi qui est intéressant. Et c'est aussi une nouvelle façon de montrer qu'en étant assez clivant et assez engagé sur le terrain visuel, on peut traduire des messages totalement différents. Là on était un peu choquant sur Napoli Gang, là on est sur beaucoup plus reposant, beaucoup plus comfy et safe space. Un exemple qui est aussi intéressant, je trouve. Alors là, on a un contre-exemple, et il viendra après l'exemple. Ça, c'est comme ça qu'on a vendu l'assurance depuis les 30 dernières années, avec un style très neutre, parce qu'il fallait absolument montrer qu'en tant qu'assureur, on est sérieux. On n'est pas là pour déconner, hein. Il y a des choses très, très strictes. Donc on n'a aucune prise de risque, on a des typos absolument standards, rien ne dépasse, on a des icônes pareilles. Visuellement, c'est très pauvre et très rationnel. Aujourd'hui, l'acteur qui casse la baraque en assurance, c'est Alan. Peut-être que vous le connaissez déjà. Alan, quand on ouvre l'app, on a un gros nounours qui nous fait un câlin. On passe vraiment de... C'est un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'avant, pour faire de l'assurance, il fallait être sérieux au maximum. Aujourd'hui, il faut être un doudou. C'est-à-dire que l'assurance, c'est vraiment l'assurance santé, c'est le truc le plus intime qu'on a, sa santé. Donc il faut que tout ça se reflète dans l'identité visuelle. Et donc on a plein de choses comme ça. Je vous encourage à aller voir Alan aussi. C'est une deuxième référence. Et ce qu'ils font en communication, c'est absolument remarquable. Donc voilà, l'émotionnel qui vient contrebalancer le rationnel qu'on avait jusque-là. De la même façon, ce que vous allez traduire en visuel, vous allez souhaiter le traduire aussi en mots, en éditorial. Donc c'est là qu'il va falloir vraiment que vous trouviez votre ton. Et donc, trouver son ton, ça va émaner déjà de la personnalité de marque que vous aurez définie, hein, et qui va vraiment, dont le ton va découler. Donc tout part de là. Et voilà, vraiment, l'un des fondamentaux, c'est ne parlez pas comme une marque. Sortez de cette relation marque-consommateur. On est la marque toute puissante qui s'adresse au consommateur qui est en dessous, ce côté top-down. On va chercher quand même à créer plus de transversalité, encore une fois, pour rentrer dans ce relationnel, hein. Donc, créer plus de proximité. Attention, ça ne veut pas dire faire du Michel et Augustin, parce que ça peut être le travers très vite. On se dit on va faire de la proximité, donc on fait comme Michel et Augustin. Mais non, en fait, il faut vraiment que vous trouviez votre curseur, hein, donc qui va être plus ou moins dans la proximité, évidemment, et puis que vous inventiez votre façon de parler, vos expressions. Et tout ça, par exemple, ça c'est une marque qu'on accompagne, qui s'appelle Gaspaggio, qui fait des objets zéro déchet. Et qui avait dans sa personnalité vraiment une gouaille, quelque chose d'assez fort, d'assez militant, une audace, mais en même temps qui voulait rendre le zéro déchet plus fun, etc., plus frais. Donc par exemple, là, on a inventé des expressions tout inox, du culot au goulot, ici, high kick au plastique à usage unique, vous voulez dégommer le plastique. Bon, voilà, on est dans quelque chose d'assez décalé, d'assez proximité, mais c'est une façon de parler qu'on voit pas partout, quoi. C'est vraiment la sienne et c'est assumé. Et pour tempérer un petit peu, là c'est aussi une marque une institution qu'on a accompagnée qui est Nantes Saint-Nazaire. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, créer de la proximité, c'est pas forcément être la marque amie, la marque cool à tout prix, hein. Mais par contre là, ce qu'on a fait pour eux, on les a accompagnés, on a créé tout un univers de communication et de punchline qui va vraiment chercher à englober les acteurs autour de Nantes Saint-Nazaire, les entrepreneurs à impact. C'était vraiment l'objectif. Donc voilà, ensemble on va plus vite, ensemble on va plus loin, qui se ressemblent se rassemblent. C'est une façon de parler, on a détourné des expressions, c'est une façon de parler unique qu'on va retrouver à toutes les prises de parole de Nantes Saint-Nazaire, mais voilà, qui crée une proximité sans être dans encore une fois, Michel Augustin, voilà, inventez-vous. Et puis oui, pour terminer sur cette première partie d'interpeller, c'est ressembler à vous-même, donc très rapidement. Oui, l'idée en fait c'est simple, c'est qu'il faut incarner ses points forts. Typiquement, il y a plein de marques dans la food qui se réclament gourmandes. Quand on voit le packaging, quand on voit le produit, ça fait pas envie du tout.
Donc là, il faut être très très lucide sur ce qu'on est et faire une grande matrice en se disant fondamentalement, moi je suis plus comme ça, et là taper à fond là-dessus et pas s'inventer quelque chose qui ne nous ressemble pas. Donc les outils pour ça, évidemment, ça va être de la direction artistique, mais ça va aussi être dans le texte, savoir exprimer toute la sensorialité pour pouvoir essayer de transmettre son identité profonde de façon comme ça très spontanée. Là, j'ai mis un exemple, j'ai mis des marques qui se disent gourmandes. Donc on a surtout ça, c'est mon petit préféré, celui-là, le matin gourmand, c'est mon péché mignon tous les matins. Blague mise à part, on voit que c'est, encore une fois, c'est soit du très marketé, soit du très médical, mais ça n'a absolument rien à voir avec de la gourmandise. Si on voulait être gourmand, en revanche, on irait plutôt sur ce terrain-là. Ça, c'est une marque de food, une marque de chicken, mais qui a bien compris qu'en fait, si on veut transmettre de la gourmandise visuellement, il faut essayer de générer cette émotion. Et franchement, là, on a mangé, il est 14h30, mais à 11h, cette image-là, elle donne vraiment envie. On a vraiment envie de croquer dans ce burger. Et c'est ça qu'ils ont compris. Ils ont apporté tout ce côté... C'est même plus qu'émotionnel, c'est presque physiologique ce qu'ils ont réussi à faire. Et je pense que c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Très important. Donc ça, ce sont les outils que nous, avec lesquels on travaille pour toute cette partie d'interpeller. Donc plateforme de marque, bien sûr, mais avec une personnalité, vous l'avez compris. Charte graphique, charte éditoriale. La charte éditoriale, c'est vraiment le pendant de la charte graphique pour les mots. Donc c'est tout aussi fondamental. Et c'est là-dedans que va figurer votre ADN de marque et qui va permettre de dérouler ensuite toute la communication pour le point suivant, qui est de rassembler autour de votre marque. Alors oui, une fois qu'on a réussi à interpeller, qu'est-ce qu'on fait pour regagner le cœur des Français ? On embarque dans une histoire commune et collective. Et là, on va parler d'un enjeu fondamental, celui du comment impliquer vos cibles. Comment les faire adhérer à votre projet pour qu'ils deviennent, bien entendu, des consommateurs d'un jour, puis de toujours. Alors, Florence Touzé, un mini aparté, je cite, qui est spécialiste du marketing implicatif, et c'est de ça dont on parle. Elle explique qu'aujourd'hui, on voit augmenter chaque jour le nombre de consommateurs qui arbitrent, revendiquent, prennent la parole, dénoncent, boycottent, s'organisent. Avec énergie et enthousiasme, le consommateur s'émancipe. Il a de nouvelles exigences, il vit dans la contrainte de la crise, certes, mais il fait avec, il évolue, il pense en réseau, il cherche du sens, il s'engage, il sait jouer collectif et invente une nouvelle société. Donc en fait, vous l'avez bien compris, les gens cherchent ou recherchent à faire communauté, refaire société. Alors malgré ou grâce à la crise qu'on traverse, c'est vraiment quelque chose sur lequel les marques et les projets s'engagent. Nous, on accompagne un très bel écodomaine dans l'ouest de la France, qui est à la fois hôtel, restaurant, qui fait de la permaculture, etc. Eux, c'est devenu leur grand claim, c'est comment refaire société. Et en invitant à faire vraiment des workshops collaboratifs avec tous les habitants pour réfléchir tous ensemble à l'invention de nouveaux paradigmes dans le tourisme. Les gens, donc, là-dedans, nous, chez Green Story, ce dont on est convaincu, c'est que la marque a vraiment un rôle à jouer si elle s'y prend bien dans cet état-là. La marque peut véritablement devenir elle-même leader d'opinion, chef de file, et pour ça, elle doit rallier, donner envie d'en être, en pushant des infos clés, en orchestrant des actions. On va voir très concrètement comment on embarque. Et là, on a fait un petit clin d'œil visuel au train parce qu'on accompagne également SNCF Connect, qui se positionne totalement sur le green, qui a fait appel à nous pour prendre la parole très fort sur ce sujet et pour embarquer les gens, alors plus seulement dans leur train, mais aussi dans une aventure green avec eux en développant des contenus à forte valeur ajoutée là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On commence d'abord par partager son why. Alors le why, on en entend beaucoup parler, c'est cette fameuse raison d'être, qui est même passion d'être, on pourrait dire. C'est ce qui nous motive au quotidien, ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Le souci aujourd'hui, c'est que beaucoup de marques ont du mal à rédiger leur why ou ne savent pas forcément comment bien l'utiliser. Alors c'est normal, c'est un concept qui est mal défini, qui est protéiforme. Il y a des tas de façons de l'aborder, cette question du why. Et nous, chez Green Story, notre première reco, c'est de plancher sur la définition d'un why communicant.
c'est-à-dire de sortir du why institutionnel éventuellement vous avez peut-être déjà rédigé si vous êtes entreprise à mission. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple de why institutionnel, Danone, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Decathlon, rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport accessibles au plus grand nombre. Groupama, nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire la vie en confiance. Et Ikea, créer une vie quotidienne meilleure pour le plus grand nombre. Donc, ce sont clairement des why qui, si on cache la marque, on ne sait pas qui est derrière. On parle de... Voilà, c'est très plat, enfin, c'est pas l'objectif de faire de la com. Donc nous, ce qu'on recommande, et c'est ce qu'on fait quasiment tous les jours, c'est travailler sur la rédaction d'un why communicant. Donc un why communicant, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà l'idée, c'est comment on marque les esprits. Donc il faut l'expression d'un why qui soit fort et singulier. Il n'y a pas de règle, mais il faut qu'il soit à la fois clair et limpide, qu'on le comprenne, qui donne envie et qui ne soit à vous rien qu'à vous. Donc il doit intégrer votre vision, votre mission, votre USP, alors tout ou l'un ou l'autre. On verra qu'il y a un exemple tout à l'heure qui intègre très bien toutes ces notions-là, qui utilise bien sûr votre style et votre wording identitaire, votre façon à vous d'exprimer les choses. On en parlait tout à l'heure, c'est le travail sur votre charte éditoriale. Souvent, il intègre le mot « pour ». On est dans le « why », donc vous faites les choses pour quelque chose. Et puis, adressez explicitement votre « why » aux gens. Utilisez le « vous ». Deuxième point, multipliez les points de contact avec votre why. Donc, il ne s'agit pas juste d'écrire une belle phrase, alors qui vraiment, si elle est bien faite, peut vraiment vous servir de hero line. C'est-à-dire que vous pouvez l'afficher sur votre homepage. Mais ce qui est intéressant aussi après, c'est de la faire vivre. De la faire vivre comment ? De 1000 façons. Vous pouvez nourrir votre why sous forme, par exemple, de storytelling, de manifeste, de baseline, dans tous vos contenus, à travers les influenceurs, sur votre site internet, vos packaging, etc. Il y a vraiment même les campagnes d'affichage, et il y a 1000 façons. Et nous, on vous invite vraiment à le faire vivre, ce why. Concrètement, ça peut être des stories épinglées, une série de vidéos, une newsletter dédiée, etc., etc. Petit aparté sur le manifeste. Nous, on a très souvent des marques qui viennent nous voir en nous demandant manifeste, oui ou non. Est-ce qu'il nous en faut un ? On a l'impression qu'il en faut, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert, etc. Alors là-dessus, nous, notre parti pris, c'est oui, c'est vraiment intéressant d'avoir un manifeste, mais encore une fois, ça ne suffit pas d'avoir juste un joli texte. Alors pourquoi déjà, oui, c'est important ? Parce qu'il donne corps à la marque, il contribue à nourrir un discours sur vos fondamentaux, mais il faut qu'il soit sincère, bien fait, et encore une fois, qu'il vive. Alors, nous, on a toujours ces guidelines, c'est qu'un bon manifeste, il doit dans sa rédaction avoir l'effet d'un coup de poing d'une affiche de manif, l'engagement d'une doctrine, la beauté d'une histoire, l'espoir et l'excitation d'un rêve, le sens d'une philosophie, les preuves d'un document scientifique, ça c'est important, s'appuyer sur les preuves dans le manifeste, et le call to action d'une pub. On va voir des exemples de ce qu'on vient de dire. Alors là, c'est Black Market. Vous voyez, qui a rédigé en bien gros un joli why communicant donné à tous les humains. Donc là, on n'est plus dans le fameux, le plus grand nombre. C'est pas donné au plus grand nombre. Ils ont choisi vraiment ce terme qui est fort en opposition aux machines aussi, qui sont là-dessus. Le pouvoir de faire durer les machines par la circularité et la réparation. Chaque mot compte. Et ce why, il est vraiment empreint de la patte Black Market. Et il exprime cette tendance de l'empowerment. Alors, autre très bel exemple, c'est Murphy. Murphy qui, leur why, c'est d'adopter le réflexe de la réparation des appareils électroménagers plutôt que de jeter. Donc, eux, leur gros why, c'est faire durer les objets plus longtemps pour limiter la pollution. Et ça, une fois qu'ils l'ont dit, toute leur communication est infusée de ça. Alors donc vous voyez là par exemple c'est un post Instagram. Pour le coup Murphy répare surtout des machines à laver, etc. Et pour autant ils prennent aussi la parole là sur comment est-ce qu'on entretient une poche à eau de randonnée pour éviter de la jeter et d'en racheter une. Donc de près ou de loin, tout converge vers donner les outils aux gens pour rejoindre ce why et eux-mêmes nourrir ce why. Là c'est intéressant, c'est toujours Murphy, leur manifeste. Alors vous aurez l'occasion de le lire si vous recevez la présentation, il est vraiment très bien fait et il a un vrai rôle à jouer dans le parcours
de l'utilisateur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont affiché tout de suite sur le site, pour le coup. Il arrive une fois que vous avez déjà fait appel à eux. Donc, ils ont un service tout nouveau qui s'appelle la collecte. Ils viennent chez vous récupérer vos appareils qui sont endommagés et dont vous ne voulez plus, et gratuitement, ils les récupèrent et ils récupèrent les composants qui fonctionnent encore pour faire du reconditionné. Donc, une fois que vous avez fait appel à eux pour ce service-là, ils vous remercient par un mail et ils vous disent « Merci, vous avez déjà commencé à faire un pas pour l'environnement et avec nous, on peut encore aller plus loin ». Donc, ils délivrent le manifeste et on commence à comprendre qu'on fait partie de l'histoire avec eux. Et là, ils disent n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une machine, rachetez plutôt du conditionné. Ou, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait. On a accompagné plusieurs années Rutabago et on a tout refait pour eux, leur branding, etc. Et notamment leur manifeste. On l'a rédigé. On en a fait une belle affichette qui était dans l'entreprise. Et ça compte aussi. Rallier et embarquer, ça commence par soi-même. Il faut déjà qu'au sein de l'entreprise, les gens soient tous à fond. Puis ensuite, on va chercher les gens dehors. Donc ensuite, sur le site internet, on a eu une façon d'amener le manifeste dynamique. Et puis, on l'a fait vivre par des pastilles vidéo où tous les partenaires et salariés de Rutabago prenaient la parole face caméra pour dire le manifeste. Voilà, deuxième recommandation pour embarquer, c'est d'inscrire dans la vraie vie. Donc je passe assez vite, mais l'idée, on est vraiment sur nourrir la stratégie de vie des gens à qui vous adressez. C'est très important. On propose en fait d'aider à développer et nourrir un lifestyle. Alors il faut l'avoir défini d'abord. C'est quoi votre lifestyle à vous? Pour exemple, on accompagne Sojasun. On refait toute leur stratégie digitale. Et le gros lifestyle qui a été identifié, c'est comment est-ce que je mets plus de végétal dans ma vie quotidienne. Ça, c'est un grand... voilà, c'est le gros objectif, c'est la grosse promesse. Et donc, tout ce qui va émaner de là va venir nourrir les gens sur comment est-ce que je peux mettre plus de végétal dans ma vie de façon très concrète et pratico-pratique. Il faut développer des contenus à forte valeur d'usage, des guides, des programmes, des mini-tips, etc. Faites la part belle au format et traitement spontané. Là aussi, on a une grande tendance là-dessus et ça marche. Les marques, alors inspirez-vous à fond de TikTok. Vous allez voir un exemple après. Mais voilà, le style spontané, parfois un peu moins léché de la façon de traiter les contenus. C'est très intéressant. Et puis, dernier point, c'est un clin d'œil, mais pas tant que ça. Les FAQ. Parlons-en. On a l'impression que c'est un sujet un peu chiant, les FAQ, mais non, ça peut être un vrai endroit intéressant où vous avez des choses à partager avec les gens. Et là, on fait volontairement un petit jeu avec le FAQ, la fake FAQ. Vous allez voir, on a un exemple après. En gros, allez vraiment récupérer les vraies questions des gens. Les vraies questions des gens et pas inventer des questions. On sent que le responsable, le consultant marketing derrière a rédigé lui-même ces petites phrases. Très rapidement, c'est pour illustrer. Là, donc, là, on fait des reels recettes qui vont dans le sens de faire chez soi très facilement, très rapidement, plus de végétal. Et puis là, encore Murphy, mais qui a des contenus très intéressants, très activables, très vraie vie. Là, c'est la marque En Moins qui fait des produits ménagers sur abonnement. Et là, sur TikTok, ils sont très forts. Allez voir ce qu'ils font. Et la fameuse fake FAQ, vous voyez par exemple la question, donc on a Florence et Mathéo qui sont censés être des consommateurs, mais bon, leur avatar est le même, et qui posent la question, quelle est l'empreinte carbone de vos produits? En réalité, qui pose ce genre de questions? Les vrais consos, ils prennent pas le temps d'écrire à quelqu'un pour dire ça, ni est-ce que votre chocolat est vraiment bio? Donc ça sent le fake, donc ça c'est pas top. En revanche, on a Quintessence ici, et on ne lui brosse pas le sens du poil parce que Monsieur Quintessence est là, mais qui a fait une FAQ hyper intéressante où on a des vrais consos. Déjà, dans la façon de formuler la question, ça fait beaucoup plus vrai, et dans le contenu, c'est beaucoup plus intéressant. Ils ont une huile d'olive qui est conditionnée en Tetra Pak. Les gens ne connaissent pas forcément, mais on a tendance à penser que le verre, c'est quand même mieux que le Tetra Pak. Et là, la question, c'est, oui, plus écologique, certes, mais il y a quand même un revêtement à l'intérieur. Et donc là, la marque répond de façon très documentée. Et ensuite, voilà, par exemple, le verre, c'est recyclable à l'infini, alors que le polyéthylène, ça l'est qu'une fois, non. Et là, on a la marque, pareil, qui répond à une vraie question sur un vrai sujet intéressant. Autre point pour embarquer, donnez corps à votre mouvement. L'histoire de vie, ça nourrit l'univers de la marque, l'histoire de vie des gens. Allez raconter des histoires intéressantes, créer de la connivence. On a en tête Petit Bateau, qui avait fait des interviews de parents qui sont différents. Et l'idée, c'était de dire que la marque s'adressait à tous.
En gros, il faut incarner les gens avec des vraies images de gens, de vrais gens. Donc, si on peut au maximum arrêter les banques d'images, c'est quand même mieux. Générer des ambassadeurs, là aussi, pour embarquer. Chaque personne, les fondateurs peuvent être des ambassadeurs, les producteurs peuvent être des ambassadeurs, les influenceurs, les experts. Vous avez des marques qui font appel, par exemple, à des naturopathes et qui deviennent des ambassadeurs aussi de la marque. Et là, quand on a un certain nombre d'ambassadeurs issus vraiment de tous horizons, internes et externes à la marque, là, on a un mouvement qui grossit, qui fait sens et qui donne envie d'en être. Et puis impliquez-les activement, c'est-à-dire qu'un ambassadeur, il ne suffit pas juste de dire il est ambassadeur, il faut vraiment qu'il produise des contenus ou qu'il échange, qu'il y ait de la co-création et de la valeur ajoutée. Vous voyez ici, c'est assez intéressant, c'est des consommateurs. Là, c'est un consommateur qui, plutôt que d'avoir un testimonial écrit, là, c'est un testimonial vidéo. Et puis ici, c'est assez rigolo. Finalement, c'est pareil. Sur vos réseaux sociaux, le petit verbatim de miam, j'adore ce yaourt. Ça, c'est pas très intéressant. En revanche, là, on a excellent. Mes invités pensent encore que ce sont des aiguillettes de poulet. Haha. Voilà, on a un verbatim qui est beaucoup plus... on sent que derrière, il est quasiment ambassadeur pendant le repas auprès de sa propre famille. Et puis, ça marque les esprits, il y a le ton, etc. Là-dessus, Colline, donc, qui est une influenceuse qu'on connaît particulièrement bien, puisqu'on travaille de très près avec elle. Par exemple, sur Sojasun, ce qui était super là-dessus, c'est qu'elle elle est très connue youtubeuse depuis très longtemps pour être une youtubeuse végé. Et il se trouve qu'elle a commencé sa vie végétale quand elle avait une vingtaine d'années avec Sojasun. Donc là, c'était hyper cohérent. Elle a pu faire ce qu'on a appelé... Enfin, on a fait une campagne qui s'appelait Confidence végétale et où elle se livre à sa communauté en expliquant que sa mère, elle a commencé par lui acheter du Sojasun. Donc il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à partir là-dessus. Et là, on est sur des exemples aussi, c'est comment, pas seulement aller dans les champs et dire, voilà, il y a Roger, ses vaches et son truc, mais comment est-ce que les producteurs viennent à la fois apporter de l'émotionnel, on en revient là. Par exemple, vous voyez, c'est les Jardins de Gaïa, à gauche, un producteur de thé qui dit que lui, le thé, c'est la boisson qui rend heureux quand tu es triste, c'est celui qui redonne de la force quand tu es malade. Enfin, il parle vraiment avec son cœur et ses tripes du thé que lui, il touche tous les jours. Donc ça apporte quelque chose. Et puis là, vous avez d'autres exemples où ce sont des producteurs qui racontent comment ils ont eu le déclic, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus producteurs dans le bio. Avant, par exemple, Christelle était professeure des écoles. Donc il y a du storytelling, il y a de l'histoire, il y a de l'émotion derrière. C'est marquant. Ici, on est sur TikTok, on est justement sur cette naturopathe qui est aussi ambassadrice Casidomi. Donc là, qui génère des contenus à forte valeur ajoutée et qui vient légitimer le discours de la marque. Et enfin, dernier point, toujours dans cette idée de comment est-ce qu'on embarque les gens, entretenez une relation empathique. Comment est-ce qu'on implique les gens dans une conversation ? Alors, par exemple, ouvrez des espaces d'expression et de soutien, des vrais. Il y a Meuf Paris, qui est une marque de vêtements, de prêt-à-porter. Ils ont créé un groupe Facebook qui aujourd'hui a 10 000 abonnés et où dedans, tout le monde converse. Entretenez la conversation, c'est important. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez ouvert, il faut continuer dans l'entretenir, ne pas lâcher. Et puis, être dans l'empathie, c'est aussi être dans l'empathie sur les sujets de l'écologie. On sait que c'est pas si facile de tout révolutionner sa vie. Et là, quand la marque peut dire à ses consommateurs, ouais, on sait que c'est pas évident et qu'on sera pas parfait, ça parle aux gens. Et vous pouvez prendre la parole là-dessus. Ça va vous rendre plus proche d'eux. En petit exemple, on a Fempo, donc marque de culottes de règles, qui s'est emparé du sujet des douleurs de règles. Donc là, on n'est pas directement en train de parler de culottes, mais par contre, on parle directement d'un sujet qui touche beaucoup de femmes. Et là, ils ont ouvert une grande discussion à travers une newsletter en disant « Racontez-nous toutes vos histoires de douleurs, etc. » parce qu'elles sont toutes diverses et variées. Et nous, on va s'en emparer, créer de la connivence entre nous, donner des conseils, des astuces et dépasser ça tous ensemble. Donc là, on est vraiment dans un mouvement qui fonctionne super bien. Et dernier exemple, là c'était La Ruche qui dit oui, qui a une super newsletter d'ailleurs, et qui donne la place à des contenus qui sont très empathiques pour répondre à des vraies questions et problématiques conso, comme ici sur cette question, pourquoi est-ce que c'est si dur de s'y mettre ? Et ça parle aux gens. Là on est aussi dans l'empathie et ça fonctionne. Donc nous, chez Green Story, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir nourrir tout ce pan de embarqué ? On travaille sur l'ADN communicante. C'est quoi votre raison d'être ? Manifeste, storytelling. Le site web expérientiel, hyper important. Stratégie digitale, éditoriale toujours. La stratégie d'influence aussi. Il ne suffit pas juste d'envoyer des produits à des influenceurs. On travaille sur des vrais programmes d'influence
ad hoc. Et puis, création de contenu et outils, vidéo, photos, publications, etc. Troisième volet, rassurer. Voilà, c'est là qu'on arrive au point rassurer. Donc, si vous nous suivez bien depuis le début, on commence par dire coucou, on est là, on commence par émerger. Ensuite, on embarque, ça veut dire qu'on parle aux gens directement. On parle même d'eux, en fait, avant de parler de soi. Puisque finalement, qui a envie de s'intéresser à quelqu'un qui rentre dans un grand monologue et qui ne parle que de lui tout de suite en disant « moi, je suis comme ci, je fais ça, je suis génial ». Non. Donc, rassurer, finalement, ce que la plupart des marques bio jusqu'ici faisaient en premier lieu, eh bien nous, on recommande de le faire en point 3. C'est-à-dire que ça demande du cerveau disponible aux gens de lire toute une communication sur les engagements. C'est quand même assez lourd et conséquent. Donc, ce n'est qu'à partir du moment où ils seront interpellés et que vous les aurez embarqués avec vous, que vous aurez parlé d'eux, que vous pourrez aller sur cette communication de réassurance. Donc, on a fait, alors juste pour vous dire, l'année dernière, donc toute une conférence sur comment communiquer sur ses engagements qu'on pourra vous envoyer. Là, on en a juste extrait quelques parties qui nous paraissent intéressantes. Donc, la première chose, oui, parler de vos engagements, bien sûr, c'est ce qui vous constitue, donc c'est hyper important. Par contre, ça ne sert à rien d'empiler des arguments. Communiquer plus, ce n'est pas communiquer mieux. Et on voit encore trop souvent des pages d'engagement blablabla, que personne n'a envie de lire. Donc, nous, on travaille vraiment sur des partis pris. C'est-à-dire qu'un engagement, qu'est-ce que c'est derrière ? C'est une vraie prise de position. Quand vous dites, par exemple, on n'est plus bio que bio, on est jusqu'au boutiste de la bio, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face quand vous mettez tout ça en place ? Nous, on a accompagné notamment une marque qui était anti-Amazon, marque de zéro déchet qu'on a vu tout à l'heure. Et elle faisait ça, elle était contre Amazon, etc., dans son coin. On lui a dit, affirme-le, fais-en quelque chose, fais-en un point fort pour que les gens comprennent. Donc Amazon, c'était pour elle la surconsommation absolue, mais ça représente un canal de vente en moins, donc c'est une vraie concession qu'elle fait. Donc l'idée, c'était qu'elle raconte vraiment tout ça avec ses mots, avec sa... Voilà, ça partait du fond du cœur et ça permet de donner vie aux engagements, de les rendre encore plus vrais, encore plus forts. Donc, soyez concrets aussi. C'est-à-dire, un engagement, c'est pas juste on préserve la biodiversité, point. On sauve la planète. Bon, ça, c'est pas possible, ça ne suffit pas. Donc, soyez concrets, soyez précis et identitaires avec votre patte. Là, on l'a vu tout à l'heure. Et apporter des preuves, bien sûr, de vos engagements. Mais encore une fois, ici, c'est le message important qu'on veut faire passer. Les preuves, ce n'est pas le message, c'est un appui à votre communication. Ça ne doit pas devenir le message principal. Parce que les preuves, ça n'excite personne. Voilà. Donc là, juste quelques exemples. Mais Opal, qui est une marque de mode, qui dit « Nous, on ne fait pas de t-shirts blancs ». Donc c'est un manque à gagner pour eux de ne pas faire de t-shirt blanc. Il y a plein de gens qui ont envie de t-shirt blanc. Ils n'en font pas. Ils expliquent dans une publication pourquoi ils ne font pas de t-shirt blanc, ce que ça représente comme concession. Ils le racontent. Et comme ça, chacun peut s'approprier cet engagement et ça le rend encore plus fort. De la même façon, on a ici Food Cherry qui avait fait une super page. On vous recommande d'aller jeter un œil. Une page très expérientielle que nous, on développe aussi à l'agence, sur vraiment, nous avons supprimé 3/4 de nos ingrédients qui ont un impact négatif sur la planète. Et ils ne font pas que affirmer ça, ils l'expliquent pour que chacun se saisisse de ses engagements et les fasse siens quelque part. Autre point, quand vous communiquez sur vos engagements, soyez didactique. Donc vous allez décrypter ça. Beaucoup le font, mais finalement, il ne suffit pas de dire, voilà, apporter vraiment un angle neuf, une valeur ajoutée. C'est pas juste... Tiens, on va faire un post didactique, tout savoir, enfin, qu'est-ce que ça veut dire bio, le label bio, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, ça, c'est pas apporter un angle neuf. Ça, tout le monde le fait, le sait, donc c'est pas ça. Par exemple, vous allez pouvoir vous appuyer sur les vraies questions que les gens se posent, quitte à ce que ce soit un petit peu parfois pied dans le plat. Exemple, est-ce que bio égale forcément meilleur pour la santé ? On sait que c'est pas systématique, donc c'est intéressant que vous puissiez l'expliquer avec toute l'objectivité nécessaire, ça vous rendra encore plus crédible et ça va donner de la puissance, encore une fois, à vos vrais engagements. Donc, en exemple, alors ça c'est le contre-exemple bien sûr, qui s'appelle Synthèse quand même, donc qui a envie de lire ça, enfin moi pas personnellement, je sais pas vous, mais on voit encore beaucoup de choses comme ça sur les sites et les différentes communications.
Et là, c'est plutôt l'exemple le doux, qui est l'intendance, que vous connaissez peut-être. Et ils expliquent, voilà, e-commerce, l'impact environnemental, et ils décryptent vraiment. C'est un site d'e-commerce qui est 100% en vrac. Et l'idée, c'est de dire de manière tout à fait objective, est-ce que Internet impacte plus qu'une livraison, qu'un commerce physique. Et ils vont vraiment l'aborder de manière objective, et ça va encore une fois donner plus de puissance à leur message derrière. Assumer une vraie transparence. Et quand on dit transparence, il ne suffit pas de dire dans vos valeurs, on le voit souvent, transparent. Ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin et être transparent. Ce n'est pas juste dire ce qu'on fait bien, c'est déjà pas mal, mais c'est surtout dévoiler ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on pourrait faire mieux. Et ça, c'est hyper important. Et parfois, c'est contre-intuitif. C'est, par exemple, ne cherchez pas à gommer les aspérités. Si vous fabriquez en Chine une partie de vos produits, la première, le réflexe, ça va être de dire on n'en parle pas, on le met un peu en dessous, on essaye de le cacher. Au contraire, ça va être encore plus fort de le dire, de l'affirmer, de dire pourquoi vous faites ça aujourd'hui, quel chemin sur quel chemin vous êtes pour changer les choses, ou alors est-ce que vous le faites mais d'une certaine façon qui rend la fabrication en Chine plus responsable, c'est possible. Donc tout ça, c'est intéressant. C'est vraiment, on pense à Patagonia, qui explique que n'importe quelle veste qu'ils produisent pollue, même si elle est en polyester recyclé, etc. Ça pollue. Et ça, c'est encore une fois donner vraiment de la puissance à votre communication sur les engagements. Et puis là on a June par exemple qui a sorti très récemment, vous pourrez aller voir, toute une communication sur June qui fait des couches jetables, voilà. Et donc voilà ce qu'ils ont mis quand même sur leur compte Instagram. Une couche jetable, c'est pas biodégradable, c'est pas compostable, c'est pas recyclable. Donc c'est un peu contre-intuitif de communiquer de cette façon, et en même temps être réaliste sur les failles, ça leur permet de montrer aussi ce qu'ils font de mieux justement. À partir de ces constats-là, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Et justement, ils ont sorti une nouvelle couche qui va pousser ses curseurs plus loin. Mais c'est vraiment un coup de marteau quand même dans la communication. Donc c'est intéressant. De la même façon, on a Loom, une autre marque de mode responsable, qui est venue faire de la réinformation. Ça, c'est intéressant aussi. C'est contre-intuitif parce qu'en fait, dans cette communication, ils expliquent qu'on a beaucoup entendu l'industrie de la mode est la deuxième plus polluante au monde. Donc eux, ça les arrange. Ils vendent des vêtements éthiques responsables. Ça les arrange, ce constat. Mais en fait, ils vont le démonter parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. C'est une information qui a beaucoup circulé et qui n'est pas réelle. Et donc, ils la démontent. Donc, c'est contre-intuitif. Et en même temps, à l'heure où tout le monde communique sur mode responsable ou alimentation bio, etc., faire de la réinformation, c'est être encore plus crédible sur sa démarche. Donc, c'est rassurer. Ça rassure d'autant plus. Et pour finir, pour conclure, il fallait quand même qu'on conclue avec ça. Alors vous verrez que sur notre conférence de l'année dernière, il y avait beaucoup d'autres informations intéressantes sur la façon de communiquer ses engagements, mais celle-ci en est une aussi. Et ça passe mieux avec le sourire. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, il y a une éco-anxiété qui est évidente. Donc les gens n'ont plus envie qu'on leur dise sauver la planète avec un shampoing, etc. C'est plus des choses que les gens ont envie d'entendre aujourd'hui, et c'est plus crédible. Soyons réalistes. Donc on va leur donner à voir un monde réaliste, mais aussi désirable. Alors évidemment, l'humour est une bonne arme de sensibilisation massive, mais tout le monde ne fait pas forcément de l'humour. On n'est pas, encore une fois, on parlait de personnalité de marque, donc il faut que ce soit cohérent. Ne faites pas de l'humour si c'est pas dans votre ADN. Mais il y a d'autres façons en fait d'être de faire passer des messages positifs avec un ton, un univers, un rendez-vous éditorial. Là c'est le contre-exemple. Une communication. Actuellement, l'humain mène une guerre contre la nature. S'il gagne, il est perdu. Honnêtement, c'est une communication toute récente. Ça fout un peu. Ça donne pas vraiment envie d'en être. En revanche, on reparle de la vie, qui a fait assez fort avec ses slogans, mais il y a aussi d'autres façons. On le voit ici. De communiquer sur quelque chose de positif, de donner envie d'en être et de rassurer sur des engagements. Là, par exemple, ce qui est pas mal, alors c'est pas une marque, mais ça aussi c'est une reco, c'est aller voir en dehors des marques, les médias, les influenceurs, ce qu'ils font, comment ils communiquent, parce qu'ils sont souvent très intuitifs aussi. Et ça, c'est Camille Etienne, que vous connaissez peut-être, qui est une militante écologiste, qui a créé un compte Instagram de
comment rendre sexy les vacances en Ardèche pour inciter les gens à moins prendre l'avion. Et elle incite toute la communauté, tous les gens à poster des photos de leurs vacances sans avion, en train, à proximité, et qui sont tout aussi, au moins aussi chouettes, voire mieux que des vacances à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est une façon d'aller embarquer les gens autour des engagements de manière participative, positive, voilà, constructive. Donc voilà, on conclut là-dessus. Et puis, don't worry, Green Story. Donc, vous aurez compris, différents outils sur lesquels on s'appuie pour accompagner les marques. Et en tout cas, si vous voulez écoutez, qu'on en discute, on est disponible, on est juste là. On vous enverra le support de présentation. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser vos cartes. Alors, on en a récupéré quelques-unes au début. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on vous envoie le support, et celui de l'année dernière aussi, qui peut être intéressant, vous pouvez nous laisser vos cartes ou vos emails et on vous enverra tout ça. Merci beaucoup, on est dans les temps. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas si vous avez des questions. D'ailleurs, peut-être, en fait, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Ou a posteriori? Ok. Merci.